Influence supposée des États-Unis et de la Russie dans les élections européennes, démission du Premier ministre nationaliste autrichien. La dernière semaine avant les élections européennes est l'occasion d'une grande offensive contre les mouvements patriotes et populistes. Nouvel appel à la haine de Nick Conrad. Quelques mois après avoir incité à pendre les Blancs, le rappeur de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis a dévoilé sa nouvelle chanson dans laquelle il dit « Baiser la France », illustrée par l'assassinat d'une femme blanche étranglée par le rappeur. Après des semaines de propagande pour faire accepter le candidat français Bilal Hassani, le verdict de l'Eurovision est tombé. Les votants ont finalement préféré une chanson ordinaire sans revendication communautaire et un chanteur non travesti. La fin d'un temps, peut-être bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Une dernière ligne droite en forme d'offensive contre les listes patriotes et populistes. À 6 jours des élections européennes, tous les coups sont permis pour ralentir l'ascension des opposants à l'Europe de Bruxelles. Olivier Frère-Jacques. 6 jours nous séparent des élections européennes, 6 jours de déballage médiatique et de tentatives d'intimidation contre ceux qui sont donnés comme les outsiders du scrutin, les patriotes et populistes européens. En France, c'est le Rassemblement national qui est visé, avec en ligne de mire Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Ce dernier a apporté son soutien à Marine Le Pen. Il n'en fallait pas tant pour les opposants au parti de se mettre en branle et de crier à la soumission à des forces étrangères. Une ficelle un peu grosse si on se rappelle du soutien apporté notamment par Barack Obama à Emmanuel Macron en 2017. Une attaque d'autant plus étrange qu'il est aussi reproché à Marine Le Pen d'être soutenue par Moscou. Ainsi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire reproche une internationale des nationalismes. Je lui reproche de faire partie d'une internationale des nationalistes. Il y a une internationale des nationalistes qui ne conduit qu'à une chose, la soumission de la France. Une diatribe, un rien complotiste qui voudrait faire croire, comme le dit Bruno Le Maire, que le Rassemblement national est le cheval de Troie de Trump et Poutine. Une sortie difficilement recevable quand on sait les antagonismes entre ces deux puissances et les sanctions états-uniennes contre la Russie. Mais qu'apporte le flacon tant qu'on a l'ivresse. Ces attaques sur des soutiens étrangers interviennent d'ailleurs au meilleur des moments pour la majorité présidentielle puisque le vice-chancelier nationaliste autrichien Heinz Christian Strache est au cœur d'un scandale concernant le soutien d'un oligarque russe dans le cadre d'une aide financière contre l'obtention de marchés publics. De son côté, Marine Le Pen a relevé qu'il était tout de même bien opportun de voir la vidéo compromettant le vice-chancelier sortir à seulement quelques jours du scrutin européen. Plus généralement, si ces attaques visent clairement à discréditer la liste de Jordan Bardella, elles soulèvent également le problème de souveraineté de la France et de l'Europe, un domaine dans lequel les tenants de l'Europe de Bruxelles n'ont pas vraiment de légitimité, tant l'Union européenne peine à se défaire de l'influence états-unienne, comme en témoigne l'incapacité de mener une politique autonome pour contourner les sanctions de Washington contre Téhéran. Mais peu importe les incohérences d'un prétendu complot des nationalistes de toute la Terre, le coup porté peut déstabiliser l'opposition et LREM joue cette carte à fond, la très transparente Nathalie Loiseau n'hésitant pas à qualifier Marine Le Pen de représentante de Poutine en France et d'attaquer le nationalisme, une propagande largement relayée par des éditocrates zélés comme Christophe Barbier. Pour ne pas perdre l'intérêt d'être dans l'Union européenne, je me calme comme nationaliste et je fais la paix avec mes voisins, sinon je suis viré de l'Union européenne. C'est ça qui fait la paix. Tous ceux qui proposent l'Europe des nations nous emmènent vers les nationalismes et le nationalisme, c'est la guerre. L'Europe comme gage de paix, une vision de l'histoire récente que ne partagent certainement pas les Serbes, bombardés par l'OTAN dans le silence des autorités bruxelloises face à un conflit se déroulant sur leur propre continent. Influence étrangère, nationalisme, guerre, le raccourci est rapide et vise donc à la diabolisation des listes patriotiques. Une diabolisation que l'on retrouve partout en Europe, que ce soit en Espagne, contre le parti Vox qui perce dans les sondages, en Allemagne avec l'AfD, accusé à présent de lutter contre le climat, ou encore en Italie avec l'arrivée de migrants à Lampedusa avec l'accord d'un obscur procureur sicilien et contre l'avis du ministre de l'Intérieur Salvini, une affaire qui se déroule également bien opportunément juste avant les élections. Des offensives multiples de fin de campagne qui étaient prévisibles et qui laissent imaginer d'autres assauts avant le vote de dimanche prochain. Nick Conrad récidive après avoir été mis en cause pour son clip intitulé « Pendez les Blancs ». Le rappeur de Seine-Saint-Denis a de nouveau clamé sa haine de la France dans sa dernière chanson « Doux pays ». Attention, certains propos peuvent choquer. Thibaut Bastide. Baise la France, je baise la France, jusqu'à l'agonie. Je brûle la France, je brûle la France. Instoppable et l'incendie. J'ai baisé la France, j'ai brûlé la France. Les paroles de la nouvelle chanson du rappeur Nick Conrad ne sont pas passées inaperçues.
Dans son clip publié vendredi dernier sur la plateforme YouTube, le natif de Seine-Saint-Denis propage une fois de plus sa haine profonde du pays qu'il a vu grandir. Une fois de plus, car Nick Conrad, de son vrai nom Conrad Mukuri Manga, n'en est pas à son coup d'essai. En effet, en septembre 2018, il s'était déjà fait remarquer avec sa chanson au titre explicite « Pendez les Blancs », une chanson dans laquelle il appelait à tuer, je cite, « des bébés blancs dans des crèches » avec une vidéo mettant en scène l'humiliation et la mise à mort d'un homme blanc pendant 10 longues minutes. Un appel ouvert à la haine qui lui avait valu une condamnation à 5 000 € d'amende avec sursis pour provocation au crime. Une condamnation bien dérisoire, preuve en est lors de son audition le 28 septembre dernier. Nick Conrad n'avait exprimé aucun regret tout en assurant qu'il continuerait son combat. Promesse tenue quelques mois plus tard avec cette nouvelle démonstration de haine dans la lignée de la précédente. D'ailleurs, la chanson « Doux pays » s'ouvre sur plusieurs extraits de journaux télévisés évoquant la première controverse autour de Pendez les Blancs. S'ensuit un flot de haine. Là-bas, cet hexagone, je l'encule sa grand-mère. Air France, on mange trop mal à bord. Marianne a falsifié ma story. J'ai posé une bombe sous son panthéon. Cerise sur le gâteau, la vidéo s'achève sur une scène où le rappeur étrangle une femme blanche et la laisse pour morte. Face à cette récidive manifeste de haine anti-France, de nombreux responsables politiques ont exprimé leur indignation. À l'image de la tête de liste Les Républicains pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy, qui s'est exprimé sur Twitter. Le rappeur Nick Conrad chantait « Tuer les Blancs » dans un clip ultra-violent. Condamné à une amende dérisoire, il récidive en proclamant qu'il va baiser la France jusqu'à l'agonie. Des milliers de jeunes l'écoutent. Les lâchetés d'hier préparent les violences de demain. De son côté, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et tête de liste aux élections européennes, a déclaré, après avoir appelé à pendre les Blancs, Nick Conrad récidive en voulant baiser et brûler la France. 30 ans de communautarisme, de haine de la France et des Français, et voici le résultat. Un appel au meurtre et à la guerre civile. Que fait le gouvernement ? Justement, le gouvernement a semble-t-il entendu l'appel puisque le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, actuellement en déplacement en Côte d'Ivoire, a indiqué dimanche avoir saisi le procureur de la République. Il a par ailleurs demandé à la plateforme Pharos, chargée de la lutte contre les contenus illicites sur Internet, d'œuvrer au retrait de la vidéo. Chose qui n'avait pas été faite ce lundi matin, le clip étant toujours disponible au grand public sur YouTube. Pour sa défense, Nick Conrad tente de se justifier en expliquant à la fin de son clip vidéo que le mot France est à considérer ici comme mentalité française et en aucun cas sur les Français. Une ligne difficilement défendable à la lecture des paroles d'autres morceaux de son album, montrant une obsession anti-française. Et continuons avec le rayonnement de la musique française. Samedi soir, après des semaines et des semaines de propagande en faveur de Bilal Hassani, le candidat français d'origine maghrébine ouvertement homosexuel a finalement hérité de la 14e place au concours de l'Eurovision. Quand je rêve, je suis un roi. Roi de la communauté LGBT peut-être, mais pas roi de la soirée. Bilal Hassani, produit marketing ultra emballé pour l'Eurovision, aura finalement raté sa cible. Avec une 14e place au concours, le matraquage médiatique autour du candidat français d'origine maghrébine, ouvertement homosexuel, n'aura finalement pas suscité l'admiration des votants. Avec une mise en scène censée évoquer la tolérance pour lutter contre l'homophobie, la transphobie, la grossophobie et bien d'autres phobies, la prestation n'a pas su séduire, pas même le mélange de français et d'anglais dans les paroles. Pourtant, Bilal Hassani était jugé grand favori par tous les commentateurs français et berlué par tant de talent. Un talent qui n'aura donc pas convaincu par-delà les frontières. C'est en effet le candidat des Pays-Bas, Duncan Lawrence, qui a remporté la 64e édition de l'Eurovision avec une ballade jouée au piano, sans grande saveur mais avec plus de pudeur toutefois. Après sa victoire, le chanteur néerlandais s'est prêté au jeu de la conférence de presse à merveille en diffusant un nouveau message de tolérance à l'égard des populations homosexuelles. Even if you have a different sexuality or whatever, stick to what you love, make the best out of it, accept people and love each other for who you are instead of judge. That's the most important message, I think. And dream big. Au-delà de l'aspect musical du concours, la politique est donc au cœur de l'Eurovision.
Organisée cette année en Israël, eu égard à sa victoire de l'an dernier, la cérémonie n'a pas pu faire l'impasse sur les critiques relatives au conflit israélo-palestinien. Le groupe islandais Atari est en effet parvenu à déployer des banderoles avec le drapeau palestinien alors qu'il était à l'antenne. De même, la chanteuse Madonna a également envoyé un message subliminal en insérant dans les images de son clip un homme et une femme marchant dans la même direction avec respectivement un drapeau des deux pays dans le dos. Une image qui n'a pas particulièrement plu à Miri Regev, le ministre de la Culture de l'État hébreu. Au final, donc, une compétition censée être européenne qui se voit disputer des nations des quatre coins du monde en terre orientale, des chanteurs faisant une compétition de droit de l'hommisme et des apparences de divertissement pour des coups de boutoir de la tolérance ad nauseam. L'Eurovision reste donc sur ses constantes, dont une dont on peut s'enorgueillir, la France a encore perdu. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Vincent Lambert entre la vie et la mort. Ce lundi matin, le docteur Sanchez, responsable de Vincent Lambert au CHU de Reims, a décidé d'arrêter les soins de son patient et de le sédater. Dimanche, 200 personnes étaient réunies devant l'hôpital pour protester contre la décision. Ce matin, Viviane Lambert était également sur place. On est en train de l'éteindre petit à petit feu. Moi je peux vous dire, ce sont des nazis. Ils méritent ce que j'ose pas dire. C'est une honte. Hier après-midi, on a passé tout l'après-midi avec notre fils. Il le savait, c'était programmé. Il s'est permis de nous envoyer un email froidement. Le docteur Sanchez. Docteur Sanchez, ce matin, oui. Vous gardez espoir, madame, aujourd'hui? Quel espoir? Ils sont en train de le sédater. Ça va prendre du temps. On ne sait même pas. C'est un crime, c'est tout. La famille devrait déposer de nouveaux recours. Les avocats se sont en effet tournés vers Emmanuel Macron qui n'a pour l'heure pas répondu. Le candidat aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, a quant à lui réagi, demandant à ce qu'on se laisse le temps. Quant au candidat Rassemblement National, Jordan Bardella, il a affirmé qu'à titre personnel, il était pour la vie et la dignité humaine et que la décision judiciaire concernant Vincent Lambert le choquait. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver un entretien exclusif avec Viviane Lambert, la mère de Vincent, sur tvliberté.com. Un acte 27 en net ralenti. Les Gilets jaunes n'ont pas su renouer avec les manifestations de masse samedi. Après 6 mois de mobilisation, le mouvement s'essouffle. Partout en France, ils étaient 15 500 selon la police, 40 000 selon le nombre jaune. Et si quelques heurts ont eu lieu à Reims, le défilé parisien s'est pour une fois passé sans trop de difficultés, avec une volonté de plus en plus marquée de s'opposer à la figure présidentielle. J'espère que je serai content s'il prend une veste, que ce soit d'ailleurs Marine Le Pen ou n'importe qui, que ce type que la France, En Marche, perde. C'est tout. Alors qu'on vote pour qui? Mais moi je vais voter pour Marine Le Pen. Mais pour cette 27e édition, le thème dans la capitale était avant tout le prix du carburant. Et aujourd'hui, c'est la colère face à l'augmentation du carburant et des taxes. C'est qu'aujourd'hui, que si on ne fait rien aujourd'hui, avant la fin de l'été, l'essence sur le carburant sera 2 € le litre. Donc les gens en ont ras-le-bol. Beaucoup de gens ont besoin de la voiture à la fois pour aller travailler et à la fois pour remplir leur frigo. Et les gens, lorsqu'ils viennent, ils nous disent tous la même chose. On a le problème aujourd'hui entre choisir soit remplir le réservoir d'essence, soit remplir le frigo. Des revendications toujours identiques, mais un mouvement en déclin, une baisse de régime qui s'explique par plusieurs facteurs. Une certaine lassitude devant le manque de résultats, les violences policières, la présence de militants d'extrême gauche violents ou encore certaines revendications marginales en rupture avec les réclamations initiales et qui portent préjudice à la crédibilité du mouvement. Donc à une semaine des élections, il faut quand même que les gens sachent la révélation, l'anagramme de Macron. Macron, il a suffisamment dit qu'il était pour le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire contre l'humain et la terre nourricière. Et en fait, c'est dans son nom. Voilà. Vous prenez CAR, car, NOM, nouvel ordre mondial, CQFD. Voilà. Alors si vous votez pour ça l'oiseau, alors que nous on veut les oiseaux, les abeilles et les coquelicots, eh bien vous savez que vous n'aurez pas, parce qu'il est le nouvel ordre mondial qui est contre l'humain et la terre nourricière. C'est clair, ça fait des années qu'il le dit, qu'il l'exprime. Voilà, alors à une semaine des élections, ouvrez les yeux, réveillez-vous s'il vous plaît. Le plus vieil hôpital parisien cédé à un promoteur immobilier. Une partie de l'Hôtel-Dieu, situé à 2 pas de Notre-Dame, va être cédée au promoteur Novaxia pour 144 millions d'euros. Le bail durera 80 ans et prévoit l'implantation de logements étudiants et de commerces donnant directement sur le parvis de la cathédrale.
Les 20 000 m² en question seront mis à disposition du promoteur d'ici à 4 ans. Pour justifier cette cession, le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, évoque un besoin de ressources financières, quitte à avoir des commerces au sein d'un hôpital. Un islamiste dans la nature, un Algérien vivant à Valence dans la Drôme et condamné pour apologie du terrorisme a disparu depuis maintenant 2 mois. Auteur de nombreuses publications sur les réseaux sociaux exposant son soutien à Daesh, il a été condamné le 18 mars dernier à 1 an de prison et 10 ans d'interdiction de territoire français. Alors qu'il a fait appel de la décision, le juge a finalement décidé de l'assigner à résidence chez un de ses proches avec l'obligation de se présenter chaque jour au commissariat, une obligation qu'il n'a donc pas respectée. Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Ce sont les mots de Donald Trump après un discours de son homologue iranien incitant les États-Unis à cesser leur politique hostile envers l'Iran. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien, les tensions montent entre les deux pays, des tensions ravivées par les déclarations bellicistes du pensionnaire de la Maison-Blanche, faisant craindre le scénario du pire, à savoir une guerre ouverte entre les deux pays. Pour rappel, alors que Washington bombardait les positions de l'armée syrienne en guerre contre l'État islamique, l'armée perse était en première ligne contre Daesh. Des footballeurs en résistance, tous les capitaines de Ligue 1 n'ont pas porté le brassard arc-en-ciel. À l'occasion de la journée mondiale dite de lutte contre l'homophobie, la Ligue de football professionnel avait demandé à ces derniers d'arborer un brassard LGBT. Parmi les récalcitrants, on retrouve le Colombien Radamel Falcao ou encore le capitaine de l'Olympique lyonnais Jérémy Morel, le joueur de camp Feikal Fader, mais aussi Dimitri Payet de l'Olympique de Marseille. Ému aux larmes, Alain Delon reçoit la Palme d'Or d'honneur. Malgré la polémique sur ses propos qualifiés par certains d'homophobes et misogynes, le monument du cinéma français a bel et bien été récompensé des mains de sa propre fille Anouchka. L'acteur en a profité pour répondre aux accusations, déclarant « Cette Palme d'Or, on me l'a offerte pour ma carrière et pour rien d'autre ». Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. La présidente de Radio Courtoisie, Dominique Paoli, évoque le redressement et la complémentarité de son média de réinformation avec TV Liberté. Un président de radio doit avoir une certaine objectivité. Il ne doit pas prendre parti. Il doit être ouvert à toutes les tendances. Il doit être d'abord, vous connaissez la formule de Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Donc, l'union des droites, et puis aujourd'hui, l'union des médias de droite que nous faisons en ce moment, que nous réalisons en ce moment, vous et moi, eh bien, ça c'est très important. Il ne faut pas qu'on donne la préférence, parce qu'on a la présidence, la préférence à une tendance ou à une autre. Et puis ce soir, retrouvez également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit Jean-Yves Narquin, frère de l'ancien ministre Roselyne Bachelot, maire de Villedieu-le-Château et soutien du Rassemblement national pour les européennes. Et puis tout de suite, vous retrouvez évidemment La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est à présent la fin de cette édition. Demain, pour clôturer la semaine, vous retrouvez, mais ce n'est pas le bon texte, donc demain, on ne clôture pas la semaine malheureusement. Ce sera mardi et c'est encore moi que vous retrouverez. Bonne fin de soirée. À demain. Pour la première fois depuis des années, j'ai le temps de m'occuper un peu de mon jardin puisque je ne passe plus la moitié du mois à Paris et donc j'ai surtout le temps de regarder ce que font les autres du leur, car la tenue d'un jardin fait partie des choses les plus révélatrices sur le plan psychologique. C'est comparable à la feuille blanche sur laquelle les enfants de 5 ans dessinent leur vision du monde et surtout leur façon de l'ordonner ou de le laisser en désordre. Je parle ici que des jardins potagers, parce que le jardin d'agrément qui entoure la maison, c'est autre chose. Non, à Campagnol, comme dans nombre de villages du même genre, les jardins sont des rectangles alignés le long de la rivière en perpendiculaire, rivière où les gens vont puiser de quoi arroser leurs plantes et pour cela, ils alignent des bidons de plastique souvent assez disgracieux qui reçoivent tantôt la pluie et tantôt le jet d'eau d'une petite pompe à moteur.
Ça veut dire qu'entre votre maison et le jardin, il y a environ 300 mètres et que vous croisez tout le monde sur le chemin du jardin, souvent en voiture, car il faut parfois transporter des outils, à 10 à l'heure, entre les façades. Et ça veut dire aussi que votre voiture vous casse les oreilles, pour ne pas dire davantage, parce que vous n'avez pas mis votre ceinture, alors que vous faites entre 50 et 100 mètres pour charrier du bois ou des plants de tomates au pas. Du coup, j'ai introduit un petit outil qui s'arrache littéralement au village parmi mes amis, la fausse boucle de ceinture imprimée en 3D, et qui est une arme discrète contre le mépris qu'ont les gens d'en haut pour la vie des gens d'en bas. Le fait de monter et de descendre de sa voiture 8 fois en un quart d'heure pour transporter quelque chose le long de la rivière dans le bruit torrent au milieu des aboiements du chien n'a pas été prévu par Volkswagen ou Renault, qui essaient de vous obliger à mettre votre ceinture, même pour 10 mètres à 10 à l'heure. Ça veut dire que pour eux, vous n'existez pas, quoi. Vos habitudes, votre emploi du temps n'ont pas fait l'objet d'une étude marketing, et quand bien même ça aurait été le cas, le législateur européen vous tient en joue, vous devez vous conformer aux règles écrites pour des gens qui circulent toute la journée sur des voies d'autoroute qui s'entrecroisent, et vous n'avez que le système D pour leur échapper, en l'occurrence un petit outil de 5 cm qui a exactement le profil, ça tombe bien, d'un doigt d'honneur. Alors de grâce, ne me dites pas que personne n'a jamais verbalisé quiconque dans un village à raison de 3 points et 130 ou 135 € pour défaut de ceinture quand on sort d'un parking public par exemple pour aller se garer devant la pharmacie à 40 mètres. C'est arrivé au curé chez nous il y a 10 ans, ce brave type ne conduisait pas souvent, mais le jour où il a voulu déplacer sa petite Renault blanche pour la mettre dans la cour du presbytère un jour de foire au jambon, eh bien les gendarmes l'ont aligné comme on dit, et le village était pratiquement prêt à les lyncher. Tout ça pour dire que les jardins chez nous sont des potagers le long de la rivière avec des murets qui doivent remonter au XVe siècle, des petits ponts, des chemins bordés de lilas, et qu'on peut voir le caractère de chacun d'après ce qu'il cultive et comment il le fait. Eh bien l'observation principale est que les gens les plus dépassés dans la vie, les plus inquiets, ceux qui disent qu'Internet leur fait peur, ceux qui ne comprennent pas les papiers qu'on leur envoie et qu'on leur réclame, ont souvent un jardin parfaitement ordonné où rien n'est laissé au hasard de la nature, les haricots ici, les poireaux là, etc., avec une minuscule allée en béton, et les autres, qui ont l'air de savoir où ils vont depuis toujours, ceux qui font les papiers des autres, ceux qui ont un 4x4, ceux qui expliquent au café ce que veut Macron, ceux qui mettent dans leur jardin de la lavande et des fleurs, du basilic, une vingtaine de plants de tomates bizarres, genre marron et violet, eh bien, ont l'air de s'en foutre complètement. Généralement, les premiers achètent des graines ou des plants non reproductibles du genre hybride F1 et les autres donnent plutôt dans le bio les graines qui se replantent chaque année. Mais la chose fascinante depuis 5-6 ans, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'on n'a plus de troisième catégorie, c'est-à-dire de villageois qui laissent tout en plan, en jachère, parce que l'idée qu'il faut faire son jardin, parce qu'on ne sait jamais, est de plus en plus présente dans les esprits, sans qu'on sache très bien d'où elles viennent. C'est comme un instinct éternel, immémorial, une mémoire des gènes. C'est comme lorsque les oignons font plus de couches que d'habitude en prévision d'un hiver rigoureux. Eh ben, chez nous, les gens ont intégré, comme on dit, le fait que ça pourrait mal se passer un jour et qu'un certain degré d'autarcie est toujours aménagé. D'ailleurs, il suffit de voir le plan des lieux et l'ingéniosité des systèmes d'irrigation du Moyen-Âge, plus ou moins à l'abandon, pour s'apercevoir que les grands malades mentaux, les grands névrosés devant les rigueurs de l'histoire et les retournements de prospérité, ben, ce ne sont pas nos ancêtres qui prévoyaient tout, c'est nous qui ne prévoyons plus rien. Abonnez-vous, merci. On se souvient de la polémique qui a opposé Éric Zemmour à la chroniqueuse Absatoussi. Si on ne naît pas français, on peut le devenir en choisissant pour son enfant un prénom qui fleure bon le terroir et qui prouve ainsi la volonté d'assimilation. Aujourd'hui en France, la prolifération des prénoms venus de partout, sauf du calendrier, prouve la progressive dissolution d'une communauté culturelle intégratrice. Libération vient de rajouter une couche au débat en nous expliquant que tout en fait est une affaire de goût personnel, mais absolument pas de choix politique ou religieux. Donc, si j'appelle mon fils Mohamed plutôt que Henri, c'est tout simplement que je trouve ça plus joli.
Et pourquoi est-ce que je trouve ça plus joli, messieurs de Libération? Au fait, eh bien parce que cela renvoie à mon univers culturel et que je ne me sens aucune obligation face à mon environnement social, si j'appelle mon fils Mohamed. On lit plus en détail l'étude sociologique publiée par Libé et qu'est-ce qu'on y découvre? Je cite. Les prénoms latins portés par les Européens du Sud sont abandonnés dès la première génération née en France. Chez les Africains du Nord, la première génération née en France porte aux 2/3 des prénoms arabo-musulmans. Mais tout cela ne serait qu'un hasard, une histoire de convenance personnelle, bien sûr. Il ne faut surtout pas dire que la perméabilité culturelle est plus grande entre la culture française et celle des Européens du Sud, parce que ces derniers sont tout simplement de culture chrétienne. Je poursuis la lecture, je cite. « Certains préfèrent appeler leur fils Mohamed ou Samir car ils sont musulmans, partent en vacances en Algérie et imaginent que leurs enfants travailleront à Dubaï ou en Égypte, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une revendication. » Ben non, bien sûr, c'est simplement qu'ils trouvent ça plus joli. Mahmoud, c'est quand même plus joli que Ségolène, évidemment. Au fait, ce que nos honorables sociologues ne précisent pas, c'est que pour nombre d'immigrés, le choix d'un prénom, c'est-à-dire d'une identité, se fait dans une relation à double sens. Les parents n'ont pas envie d'abandonner leur culture d'origine et la culture d'accueil ne leur envoie aucun signal qui pourrait les faire changer d'avis. Si, à la 3e génération, les enfants de parents arabo-musulmans, entre un Mohamed et un Samir, choisissent aussi d'appeler leurs enfants Lilou, Tina ou Léo, ce n'est pas du tout le signe d'une intégration réussie. C'est plutôt la preuve que notre patrimoine culturel est en train de se dissoudre dans une sorte de magma globalisé informe, sans contour, sans odeur et sans saveur. N'en déplaise à nos honorables sociologues, tout cela n'est guère réjouissant pour notre avenir commun, qui peut devenir un avenir de séparation. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.